Et je voudrais essayer autre chose pour ces vidéos. C'est pas sûr que ça marche dès aujourd'hui et c'est pour m'entraîner. Des visites des coins de bibliothèque, aller prendre un par un. Tout simplement, en ce moment, celle dont je me sers le plus, Lovecraft. La preuve, je l'ai tout à côté. Le premier dont je me sers le plus en ce moment, c'est évidemment la grosse biographie de Stiyoshi en 2 tomes de 1200. Ils sont pas si. Enfin, ils font pas user et abîmer. C'est tout simple parce que je l'ai aussi sur l'ordi directement et que je me sers énormément de la version numérique avec la recherche par occurrence. Mais évidemment, pour moi, c'est ça, ce bouquin-là, qui a changé tout le regard qu'on pouvait avoir sur Lovecraft. Qu'est-ce que j'ai Des bouquins en français. Oh ouais, pas tant que ça. Euh, le petit Welbeck, évidemment, ça a changé complètement le regard dans une période où le Lovecraft était plus encore question dans le côté psychanalyse ou encore dans cette légende solitaire et tout ça, mais la question de l'écriture, c'est lui qui l'a posée. Il n'était pas le premier. Dans les années 70, il y a eu Maurice Lévy. C'était en 10-18. Je crois qu'à l'époque, on a tous lu ce petit bouquin, Lovecraft. Finalement, je l'ai rencontré plus par 10-18 qui lui donnait cette caution presque intellectuelle, en France en tout cas, et pas aux USA qu'ailleurs. Et en français, ah bah ouais, il y a les 3 petits miens, et prêt pour en balancer 3 autres, ça va se discuter avec le seuil plus que rapidement. Les petites raretés. Qu'est-ce que c'est les petites raretés? Les petites raretés, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, j'avais acheté, ça j'y comptais, je l'avais trouvé finalement pour à peine 20 $ sur internet, je l'avais reçu dans les 8 jours. C'est tout simplement des horaires de train de toute la ligne qui transitait par Boston, New York et qui rayonnait à partir de Boston. Donc en fait, tous les trains que prenait Lovecraft, tout d'un coup, quelque chose de très très concret avait pour moi. J'y suis attaché, ce petit truc. Ça, je l'ai ramassé à Providence. Petit truc en détail des coins où il allait. Ça, finalement, c'est pas une rareté. C'est ce tout petit texte de 40 pages. Je l'ai traduit aux 3/4. J'ai juste les 2 dernières pages à faire. Il est en ligne sur le site. Le mémoire sur la vie privée de H.P. Lovecraft par Sonia Davis, son épouse. Qu'est-ce qui me sert en ce moment Ouais, voilà. Toute cette collection. Ce qui est formidable avec Hippopotamus, c'est tous les essais, tous les textes non-fiction. Voyage, en particulier celui sur le Québec, mais aussi toutes ces villes d'Angleterre. Le voyage à Nantucket, par exemple. Tous les textes de journalisme amateur. Je suis loin là-bas. Les textes se rattachant à la littérature, avec ce truc-là, que pour moi, c'est peut-être celui où il y a le plus à investiguer. C'est là où il y a cette espèce de carnet là, que j'ai remis au jour. Ces textes sur la science, sur l'astronomie, et là tout d'un coup on comprend une dimension d'imaginaire. Ces textes sur philo, etc. Mais bizarrement, c'est là aussi que Yoshi a mis les textes plus autobiographiques, en particulier ce journal de 1925 dont moi je me sers, sur lesquels je bosse tout le temps, et dont lui dit qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais si, il y a à faire. Mais cette grosse pile de 5 bouquins, c'est miraculeux, elle est toute dans le CD-ROM qui est vendu aussi par Hippocampus Press, et aux US tout simplement, je mets ça, tout ça sur l'ordi. Ah, on commence à transférer. L'univers des lettres, l'univers des... peut-être ces deux-là juste. Ça c'est le premier Lovecraft que j'avais acheté à Providence il y a 5 ans. Le seul d'ailleurs truc que j'avais trouvé. C'est une édition à peu près complète des textes en anglais, des grands textes, des illustrations à chier, mais dès qu'on illustre Lovecraft, c'est à chier, sauf Philippe Dourier, sauf Moore, sauf quelques exceptions contemporaines. Bon, c'est en tombant dans ce livre que je suis tombé dans Lovecraft, mais je m'en sers plus, tout est numérisé. Et puis, du coup, quelques mois après, quand j'avais vu que ça commençait à prendre un truc, ça, j'avais acheté. C'est Arkham, bien sûr. C'est mon premier bouquin des légendaires Arkham. Cette espèce de premier recueil, vous voyez, comme il est bien présenté, avec ses rabats en plastoc et tout ça, et costaud, c'est du vrai beau papier, vrai objet de collection. Je ne l'utilise plus beaucoup non plus, mais justement, Miscellaneous Writing, une espèce d'énorme compilation de tout ce qui est repris justement dans ces 5 volumes d'essais de façon extensive. Bon, attachement un petit peu sentimental, mais c'est là, dans ce livre-là, que je suis tombé pour la première fois
sur le Commonplace Book, par exemple, c'est 220 notes en 15 ans sur des idées de fiction. On va finir par des petites choses de collection. J'en ai pas tant de collection. Voilà, ça c'est un achat de Providence aussi. Tiens, tout se casse la gueule, c'est gentil. Le témoignage, dans les années 70, juste avant sa mort, de Frank Belknap Long, qui a été probablement le meilleur ami, le plus proche, le plus longtemps de Lovecraft, c'est-à-dire toute l'année New York, mais ensuite tous les ans, Lovecraft, en particulier à Noël, revenait chez les Belknap, chaque voyage qu'il faisait, trouvait prétexte pour s'arrêter à New York, passer quelques jours chez les Belknap, et eux, quand ils partaient en vacances, passaient d'abord à Providence et l'embarquaient dans leur grosse Ford. C'est avec Lovecraft qu'ils sont allés au Cape Cod, ils ont fait le baptême de l'air ensemble. Alors, ouais, c'est vraiment un bouquin, on se régale à le lire. Comment Lovecraft passe 2 heures à essayer ses stylos plumes en faisant sortir 50 du même modèle pour choisir le sien. Bon, tout ça, faut que je foute par écrit, j'ai pas encore fait. Celui-là, je l'ai fait venir. Willis Conover. C'est le premier qui met vraiment dans la dernière année de Lovecraft qui se rendait à Providence et qui avait décidé de travailler avec lui à l'édition de ses bouquins. Lui en tant qu'éditeur, dans un moment où August Derleth avait probablement pas les moyens. Évidemment, ils en ont fait un gros album, voilà, avec des facsimilés et tout ça. Pas très important, mais quand même, les derniers jours de H.P. Lovecraft, ça aussi, ça aurait pu être un thème de bouquin. Je sais pas où j'en suis dans le temps par rapport à ce solo. Quelle dette on a à Yoshi? Lui a fait 30 ans de boulot sur Lovecraft. Il a publié 200 bouquins au total, ce gars-là. Évidemment, des recueils de nouvelles, des nouvelles à lui, des nouvelles qu'il publie. Beaucoup de boulot aussi sur tous les types qu'il nous fait découvrir environnant Lovecraft. Arthur Machen, Algernon Blackwood, Ambrose Bierce, et ainsi de suite, Don Senney et tout ça. Ça date juste de l'an passé. J'en ai d'ailleurs mis aussi quelques pages traduites sur le site. Yoshi a rassemblé 20 ans de ses préfaces, articles, essais sur Lovecraft. Outil de travail considérable. J'arrive au bout. Les lettres à New York, aussi un travail de Yoshi. Elles sont pas complètes, hein. Justement à Providence, à la John Hay Library. À chaque fois que je plongeais comme ça sur tel truc de ce journal 1925, je revenais aux lettres comme ça exactes de ces mêmes journées. Mais en tout cas, outil quotidien aussi. C'est marrant parce que c'est mon deuxième. L'autre, j'avais perdu. Je travaillais sur l'été dernier en Sardaigne et je l'ai oublié sur une plage. Je suis retourné 3/4 d'heure après, plein de bagnoles, plein de virages, et puis bon, ça y est, c'était foutu. Bon, c'est pas grave. J'en ai racheté un autre. C'est cher, mais toujours ça fait gamberger. Qu'est-ce qu'il est devenu, cet autre bouquin qui s'en sert? Qui a pu le revendre? Les lettres de Lovecraft à New York. Ça fait penser quoi? Ah ouais, même genre d'histoire, et on arrive presque aux lettres. Ça, c'est peut-être le morceau de choix de la correspondance. Les lettres à Robert Howard. C'est celui qui a inventé Conan le barbare, un type qui vivait dans le Texas, très isolé. Ils se sont jamais rencontrés avec Lovecraft. Ils s'écrivaient tout le temps, follement. Ça part des fois sur 10 pages, 20 pages, et c'est toujours profond, parce que c'est d'écrivain à écrivain, et c'est d'estime à estime. C'est vraiment essentiel pour la littérature américaine. Bon, eux, ils ne le savent pas. Tant pis pour eux, ça les regarde. Et Howard se suicide en 1934. Lovecraft n'en parle pas trop aux autres. Il rédige évidemment un hommage à Howard. Enfin voilà. Et donc il y avait 2 tomes, je le savais. Donc je commande un tome, et puis après je commande 2 tomes. Et une semaine après, qu'est-ce que je reçois? Évidemment, 2 fois les 2 tomes. C'était pas très clair, les indications, qu'est-ce qu'édite ça? Je sais même pas. Hippocampus, voilà, mais bon, un petit soutien à Hippocampus. Et je me suis toujours dit qu'un jour j'en ferais cadeau à quelqu'un qui le mérite et qui a envie de lire les lettres en anglais. Je sais déjà vaguement qui, mais pas encore. Qu'est-ce qui me sert avant de finir? Ça y est, on est presque au bout. Ça, je m'en sers tous les jours. Wild Words. Il doit être encore un fameux allumé, celui-là. Dan Clore, il s'appelle. Ce Dan Clore, il y a quoi? Plus de 500 pages, 550 pages. Il prend des mots
L'autre jour, j'étais tombé sur Eldritch. Voilà, la page s'ouvre toute seule à Eldritch. Allons à Nephandos. Voilà des mots comme ça, Nephandos. Voilà. Un mot complètement rare, complètement inusité. Si vous cherchez dans le dictionnaire, tout ça, vous allez trouver l'emploi par Lovecraft, et évidemment nul autre emploi. Lui, il va rechercher. Qu'est-ce qu'il y a sur Nephandos? Un nommé Cotton Mather. Lovecraft, Clark Ashton Smith, qu'il a repris après Lovecraft. Neil Stephenson, Franz Kleiber, tout ça c'est après Lovecraft. Donc le destin après Lovecraft d'un mot rare qu'il a réhabilité. Oh, on a ça en France aussi, je sais plus les exemples, mais tel mot qu'on va trouver chez Voltaire, ensuite une fois chez Claudel, une fois chez Saint John Perse, etc. Mais voilà, pour moi, j'ai un dictionnaire dans l'ordi, le Robert Collins, il me suffit pour l'essentiel. Le reste, évidemment, c'est de l'enquête directe dans le web, les aires géologiques, etc. Le Wikipédia américain, évidemment, a un usage constant dans la traduction même. Mais là, il y a un outil qui est vachement intelligent. Les mots qu'utilise un auteur, d'où est-ce qu'ils lui viennent, où est-ce qu'il a été les pêchés, quelle forme ils ont, quel emploi ils ont chez Nathaniel Hawthorne ou d'autres. Ah, un prodige. Et puis la fin, ben voilà. Juste quand même sur ces trucs de la correspondance, et ça c'est super, et c'est une grande déception de Providence. La bibliothèque de Lovecraft, recensement de 1000 livres utilisés par Lovecraft en permanence, enfin non, les livres qu'il cite dans ses lettres comme les ayant achetés. Il lisait beaucoup en bibliothèque, à New York, à la grande bibliothèque sur la 5e avenue, à Providence, dans cette petite bibliothèque de l'Athenaeum où j'ai fait une vidéo parce que qu'est-ce que c'est fascinant de venir soi-même s'installer là où lui, Lovecraft et Poe s'installaient peut-être dans le même fauteuil où on est. Et, voilà. Et donc, à sa mort, la tante qui hérite des livres, évidemment les papiers elle s'en fout, mais les livres elle est pas riche, elle va les vendre. Elle demande à une voisine, une brave dame qui habitait directement la piole d'à côté de Howard, d'aller faire une liste de tous ces livres. La brave dame le fait à peu près, c'est pas noté, les éditeurs, les années et tout ça. Et cette liste, ensuite, Annie Gamwell va décéder elle-même avant d'avoir procédé à la vente de ses livres. Donc ce sera bien après, à la mort d'Annie Gamwell, que les livres vont être dispersés. Même Lovecraft a dit à ses amis, bon, prenez ce que vous voulez. Je pense que Gamwell a dû en distribuer. En tout cas, ensuite, mais pas avant les années 50, cette bibliothèque privée de Lovecraft, environ entre 800 et 1000 bouquins, est dispersée chez les bouquinistes. Et dans les années 70, on en retrouvait encore. Croyez que tous les bouquinistes de Providence, et en particulier le Cellar Stories, j'ai bien regardé. Non, j'ai pas trouvé quoi que ce soit qui ressemblait à un livre de Lovecraft. Par contre, à lire le bouquin, c'est ça aussi où on se fait avoir. J'étais persuadé que du coup cette bibliothèque de Lovecraft était recueillie dans la John Hay Library. Et du coup, je me rappelle les premières fois, je demande au conservateur, oui, je voudrais tellement voir le Baudelaire de Lovecraft. Baudelaire acheté en 1919, donc une anthologie, donc comment c'était traduit, quels étaient les titres, qu'est-ce qui avait été choisi, tout ça, moi ce serait vraiment un outil d'importance et je ne l'ai pas retrouvé ce truc. Le conservateur, désolé, parce que du coup ils pensaient qu'ils en étaient propriétaires et qu'ils ne savaient pas où, tout n'est pas catalogué encore dans le truc. Ce que je veux dire sur les lettres, évidemment, il y a celui-là aussi qui est très beau. Et Tampa, c'est un éditeur de Floride. Les lettres à Robert Barlow, c'est ce jeune type. Barlow a 13 ans quand Lovecraft commence à dialoguer, à correspondre avec lui. Il a 19 ans, Barlow, quand Lovecraft meurt et en fait son exécuteur testamentaire. C'est grâce à Barlow qui, débordé par cette masse de papier, demande à la bibliothèque, qu'on n'a strictement rien à fiche, de tout simplement les héberger, de créer un fonds Lovecraft. Bon, il habite le quartier, on prend les papiers, ils vont rester là jusque dans les années 70. Barlow lui-même va se suicider dans le début des années 50 au Mexique quand une de ses étudiantes le menace de révéler son homosexualité. À l'époque, c'est du boom.
il y a ce truc, par exemple, ça nous vaudra que le manuscrit de Dans l'abîme du temps, Barlow, juste avant son suicide, le lègue à une autre étudiante qui elle-même s'en occupera jamais, mais c'est après la mort de cette femme, c'est sa jeune sœur qui le retrouvera, et c'est seulement en 1984 qu'on a accès au manuscrit réel Dans l'abîme du temps. Pareil pour Montagne de la folie, quand ce moment je termine, c'est des versions qui n'ont jamais été encore traduites. Voilà, les lettres à Barlow. Et toutes les lettres, voilà, ce qu'a fait Yoshi, c'est qu'avant tout ça, on a 5 tomes des Selected Letters, donc une espèce d'énorme compilation. Il y en a peut-être 1200 lettres. Aujourd'hui, on estime que Lovecraft a écrit 30 000 lettres, que ce 30 000, on en a environ 3500 à la John Hay Library, bon, là où je marinais tous les matins cet été. Et Yoshi a décidé, évidemment, ce continent, comment le reprendre, comment le pousser. Donc on en est à environ 1800 lettres publiées. Il a décidé de les tout simplement les retranscrire par un interlocuteur. J'ai parlé de celle à Howard, j'ai parlé de celle à Barlow, voilà celle à August Derleth. C'est cet homme qui vivait complètement isolé, beaucoup plus que Lovecraft d'ailleurs aussi, lui, tout près de Hawk, près de Madison, Wisconsin, avec la surprise que Julien Gracq, la première fois qu'il a été aux USA en 1971, lui dit « Ah, mais il faut que vous alliez voir notre érudit local !» Gracq, qui avait entendu parler de Lovecraft par Breton, mais je ne sais jamais d'autres traces de ce qu'ils se sont dit, malheureusement. Tous les manuscrits de Gracq, tous ces carnets sont enfermés à la BNF, ce sera numérisé dans 50 ans quand je serai crevé. C'est une rage, une rage, une rage, une rage. Bon, en tout cas, voilà, les lettres à August Derleth, elles sont soporifiques au possible. Ce Derleth, c'est pas une grande intelligence, et en plus, c'est lui qui a inventé tout ce bazar autour de Cthulhu, autour des espèces de mythologie posthume fait de Lovecraft, cette espèce de... Ouais, de toute façon, il fallait le faire exister. Donc, merci, Derleth. En plus, il a une tête fabuleuse, ce mec. Ce serait vraiment été un copain. J'adore sa tronche. Mais en même temps, donc, pour sauver Lovecraft, il en a fait cette légende du solitaire, du malade, du moitié fou parce que ces personnages sont atteints de folie. Non, non, non. Lovecraft est un... Ah, voilà, allez, on rentre pas. Lettre à August Derleth, très précieux évidemment pour tout ce qui est les dates, les versions, les manuscrits. Et voilà ce qu'a fait. Mais moi, ce que j'aime dans ces trucs-là, c'est ce truc de l'impression à la demande. C'est-à-dire, Yoshi vit à Seattle. C'est là où il gère cette maison d'édition qu'il a fondée, Hippocampus Press. Parce qu'aux États-Unis, on n'est pas considéré comme un débile si en même temps on se dote soi-même des outils d'édition pour juge nécessaire à son boulot. On les commande, on paye avec PayPal directement sur leur site. 2 jours après, le livre est imprimé en Allemagne. Je ne sais plus comment s'appelle cette truc des... Oh, il faudrait que je recherche. Enfin bon, oui, ça s'appelle Muse, la maison d'impression à la demande. Et en gros, moins de 5 jours après, le livre arrive dans votre boîte aux lettres, commandé à Seattle, imprimé en Allemagne, arrivé chez vous. Voilà comment j'ai les lettres à Morton, qui sont très belles parce que c'est à lui qui raconte tous ses rêves. Les lettres à Galpin, copain d'enfance, qui ensuite se marie avec une Française, vient vivre en France. Donc, il y a beaucoup d'interférences avec la France dans les lettres à Galpin. Ouais, précieux. Et un bouquin là, qui est le dernier que je suis en train de lire en ce moment, 2 femmes, Elizabeth Torridge, Anne Terry Rancho. Il est dans ses dernières années de vie. Il est tout vie avec sa vieille tante Lillian à Providence. C'est un petit peu comme les lettres de Flaubert à Mademoiselle Leroyer de Chantepie, que nous mettons si haut. Avec ces femmes, on parle d'écriture, on a le droit. De toute façon, il est considéré comme tel. Voilà en gros, mon petit monde Lovecraft en pile. Coucou. Bye. J'ai retrouvé la télécommande.